Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour le premier dimanche de l'année. Une année 2022 que je vous souhaite au nom de l'équipe de Sagesse Bouddhiste et de l'Union Bouddhiste de France, sous le signe de l'harmonie et de l'ouverture aux autres. Nous débutons cette nouvelle année avec le premier des 2 documentaires que nous vous proposons ce dimanche, ainsi que la semaine prochaine dans Sagesse Bouddhiste. Nous vous invitons à un fabuleux voyage à la découverte des lieux de culte des traditions bouddhistes présentes en Alsace, vietnamiennes, laotiennes, tibétaines et zen. Sous des expressions différentes, ils nous montrent la diversité et la richesse de ces cultures et de leurs communautés. Nous commençons ce périple avec 2 temples tibétains, celui de Kuttelsheim et de Lus. Nous nous arrêterons ensuite au monastère zen de Ryomonji à Weiterswiller. Je vous propose de découvrir, sans plus attendre, cet excellent documentaire signé Nina Barbier. Le rendez-vous est pris à la gare de Strasbourg pour un week-end de découverte du bouddhisme en Alsace. Une vingtaine de personnes se sont inscrites pour visiter les 5 centres de tradition bouddhiste présents dans la région. On est vraiment enchanté de passer ces 2 journées en votre compagnie pour ce voyage découverte du bouddhisme en Alsace. Olivier Regen-Wangen, président de la communauté bouddhiste d'Alsace, en est le guide et l'organisateur. Alors on a la chance ici en Alsace d'avoir pratiquement toutes les grandes traditions bouddhistes. Et donc l'objet de ce voyage, c'est d'aller leur rendre visite dans leur lieu de pratique et de rencontrer à la fois le lieu, mais aussi l'enseignant principal, qui est un vénérable ou une vénérable, et de façon à ce qu'il nous présente lui-même les caractéristiques ou les spécificités, on va dire, de sa propre tradition. Première étape, le centre de tradition tibétaine Bodhicharya dans les Vosges. Bienvenue à tous. Depuis 2600 ans, la tradition bouddhiste a évolué au cours du temps. Ce week-end est aussi une occasion de comprendre à la fois ce qui unit et ce qui différencie les traditions dans les pays où le bouddhisme s'est implanté. Vous êtes dans un temple bouddhiste, mais de tradition tibétaine. Les participants sont reçus par un moine français, Lama Tsultrim, en charge du monastère. Et montrer, expliquer que l'enseignement du Bouddha, on peut résumer l'enseignement du Bouddha par 3 cycles d'enseignement. Le premier enseignement qu'il a donné tout de suite après son éveil, donc il y a 2600 ans pratiquement, en Inde, qui développait ce que l'on appelle les 4 nobles vérités, et qui ne se pose pas la question de savoir s'il y a un créateur ou pas, mais quelle est notre situation aujourd'hui ? Eh bien, nous rencontrons dukkha. Et je préfère utiliser ce mot sanskrit dukkha, que l'on traduit par souffrance, parce que dukkha englobe bien sûr le sens de la souffrance physique et morale, mais l'insatisfaction fait partie de dukkha, la frustration fait partie de dukkha. Dans le bouddhisme tibétain, dans le Vajrayana, eh bien, vous avez ces qualités et cette sagesse qui sont représentées de façon symbolique par toutes ces divinités, entre guillemets, que l'on voit dans les temples tibétains. Après une courte introduction au bouddhisme, Lama Tsultrim répond à une question concernant les objets rituels. Beaucoup de pratiques sont ritualisées. Pourquoi ? Parce que le rituel, eh bien, c'est mettre en activité les symboles que l'on va utiliser. La cloche, dans la main gauche, représente la sagesse, la vacuité. Et puis, le vajra, ou le dorje, dans la main droite, représente l'amour, la compassion ou l'action. Et on pose toujours ces 2 instruments, l'un à côté de l'autre. Toujours pour se rappeler, et c'est ça le symbolisme, c'est pour se rappeler que l'un et l'autre sont inséparables. Une collation offerte par le centre suit la conférence pendant laquelle les participants peuvent échanger avec Lama Tsultrim.
Cette rencontre conviviale se termine par la photo souvenir avec le groupe et les moines de la sangha tibétaine. Avec plaisir. En route pour le second site. Le centre Sakya Tsichenling, dans le village de Kuttolsheim. Les visiteurs sont accueillis cette fois par le lama tibétain Khenpo Tashi et la communauté du centre de tradition Sakyapa, l'une des 4 lignées du bouddhisme tibétain. C'est une grande joie de vous voir tous réunis. La rencontre commence par une prière aux 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma ou l'enseignement, et la Sangha, la communauté des pratiquants. Après un moment de prière, les participants suivent un enseignement sur la prise de refuge. Comment prend-on refuge? 3 types de motivations sont nécessaires. C'est pour commencer une question de foi, une foi claire. Ensuite, une question de motivation. Et enfin, avoir confiance dans la voie. La première motivation est d'avoir la foi. Une foi claire et pure comme l'eau d'une fontaine. Une fontaine d'eau pure où vous pouvez voir votre visage se refléter dans l'eau immobile. Khenpo Tashi poursuit son initiation sur la prise de refuge ou entrer dans la voie bouddhiste. Merci à vous. Le centre de ce matin, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, ça m'a levé des voiles, j'ai compris certaines choses que j'aurais dû comprendre depuis des années, j'ai seulement perçu ce matin, donc il était temps. Ce week-end va certainement m'aider à éclaircir des points qui restent encore troubles dans mon esprit, bien que j'ai commencé à connaître le bouddhisme il y a quelques années déjà. Peu à peu, les participants s'imprègnent de la tradition bouddhiste grâce aux enseignements des lamas. C'est ensuite le départ pour le 3e site, dernière étape de la journée. Le monastère de tradition zen Soto Ryomonji à Weiterswiller. Voilà. Donc il y a un dragon à l'entrée. La nuit est prévue au monastère. Les participants intègrent leur hébergement avant la visite du site. Fondé en 1999 par Olivier Regen Wangen, le monastère est situé à la lisière du parc naturel des Vosges. La nature et le calme sont propices à la pratique. La porte d'entrée d'un monastère, ça s'appelle le Homon. C'est un endroit tout particulier. Si vous allez dans les temples au Japon, vous verrez que cette porte, elle peut prendre une dimension complètement délirante par rapport aux bâtiments eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est symboliquement, là pour le coup, le lieu où l'être ordinaire devient Bouddha, vient là pour pratiquer sa réalité, sa nature de Bouddha.
va très loin puisqu'on l'entend à l'autre bout du village, de la même façon qu'on entend nous-mêmes les cloches de l'Église catholique notamment. Mais c'est aussi dans le sens de permettre aux personnes qui écoutent le boncho de pratiquer d'une certaine façon, elles aussi, une forme de méditation. On va aller voir le jardin en bas tant qu'il fait à peu près jour. Les nonnes et moines de Ryomonji pratiquent dans la lignée du maître zen Soto Taizen Deshimaru, arrivé en France en 1967. Et derrière, symboliquement, on a mis sa tombe. Une tombe d'un moine se présente comme ça, avec une pierre, la fleur de lotus toujours, et cette pierre ronde qui représente en fait le crâne rasé du moine, c'est-à-dire l'esprit doux, l'esprit sans rugosité, sans aspérité. Voilà. Dernière promenade méditative avant une initiation au zazen. Cette méditation s'appelle le zazen. Za en japonais veut dire assis. Donc c'est le zen assis. Le zazen donc se pratique sur un zafu. Alors si vous voulez bien essayer de faire ce que je vous montre. Alors vous ramenez un pied contre le zafu et vous ramenez l'autre le plus haut possible évidemment sans forcer. Toujours avant de prendre la posture, on se balance comme ça de droite à gauche dans un mouvement d'une amplitude de plus en plus réduite. Vous pouvez le faire en fermant les yeux jusqu'à ce que vous vous sentiez intérieurement bien vertical. Voilà, si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne vous en faites pas, mais je crois que globalement c'est plutôt bien. On va se tourner vers le mur, parce que la méditation zen se pratique face au mur. Et on va faire zazen pendant une vingtaine de minutes et stabiliser votre attention. Un repas végétarien offert par les membres de la communauté clôt la journée. Nous ouvrons les bols. Le repas est pris en silence selon la tradition. Kaigodyo Butsudo. Servons le deuxième plat. Une première journée riche en découvertes qui se termine sous les rayons bienveillants du clair de lune. C'est sur ces très belles images que nous nous quittons. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons à nouveau une magnifique année 2022. À la semaine prochaine pour la suite de ce documentaire. Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin pour la seconde partie de l'émission consacrée à la découverte des différentes traditions bouddhistes présentes en Alsace, vietnamiennes, laotiennes, tibétaines et zen. Nous avons pu voir la semaine dernière les 2 temples tibétains de Kuttelsheim et de Luss, ainsi que le temple zen de Ryomonji à Weiterswiller. Nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre de 2 pagodes, la pagode laotienne de Souffelweyersheim et la pagode vietnamienne de la Robertsau.
Ces lieux de culte nous montrent comment ce bouddhisme venu d'Asie s'est implanté en France, mais aussi combien le bouddhisme a véritablement pris corps en Occident avec la fondation de communautés de pratiquants. Mais nous débutons la seconde partie de ce documentaire signé Nina Barbier, sans plus attendre, avec une méditation zazen au temple de Ryomonji à Weiterswiller. Les participants au week-end s'initient au zazen avec les membres de la Sangha. C'est vraiment le cœur de la tradition du zen, donc la pratique de la méditation assise, silencieuse. Et d'une façon générale, dans un monastère zen, on accorde une place centrale également au silence. Une autre caractéristique vraiment de notre tradition, c'est le fait de pratiquer ensemble, c'est-à-dire du matin au moment du réveil jusqu'au soir, au moment du coucher. Tous les pratiquants d'un monastère font les choses ensemble. On se rend au zazen ensemble, on commence le zazen ensemble, on le finit ensemble, on chante les sutras ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble, etc. Dans l'esprit vraiment de l'interdépendance des choses, c'est-à-dire de l'unité des choses et des êtres, et donc de se rassembler dans cette pratique commune. Pendant ce temps, la nature s'éveille doucement. La récitation du Sutra du cœur, prière essentielle dans la tradition zen, clôt la séance de méditation. Les participants au week-end de découverte s'apprêtent à quitter le monastère pour la première destination de la journée. Alors mettez toutes vos valises dans la voiture, là, s'il vous plaît. Direction la pagode laotienne de Wat Simungkhun à Suffelweyersheim. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va bien. Et vous-même? Enchanté de vous revoir. De même. De nous accueillir. Bonjour. Les visiteurs sont accueillis par Bungkai Chalensuk, disciple du vénérable Sangh Praset, et toute la communauté laotienne. Donc, Allez. On vous suit alors. Ça va bien? La pagode est de tradition Theravada, une branche ancienne du bouddhisme, Hinayana, très répandue en Asie du Sud-Est. Nirvana, ça veut dire il focalise ses pensées, ses paroles et son acte vers soi-même. Le terme Hinayana est généralement utilisé pour désigner les écoles anciennes du bouddhisme. Bungkai Chalensuk introduit le vénérable Sangh Praset auprès du groupe. Il devient moine depuis son âge de 17 ans. Depuis 2005, on a ce lieu et il a investi ses temps pour partager, dialoguer,
parler avec tout le monde pour que le bouddhisme soit être utile dans la vie de tous les jours. Donc, il nous encourage, le vénérable, faire le maximum possible pour que le bouddhisme soit être utile avec tout le monde, non pas seulement les bouddhistes. En signe de bienvenue, Bunkai propose une séance de méditation comprenant 3 postures. Si vous êtes à l'aise, on va commencer. Décarté, 9, 10, Assise, 11, 12, 13, pied droit, debout, en gardant. puis allongée, une technique très différente de la méditation zazen. Maintenant, côté gauche, ouvre la main droite, à gauche, pardon, remonter vers l'ombrine, vers le cœur. Vénérable, avez-vous une recommandation pour la France, l'Alsace, pour ici l'Occident? Il n'a rien à conseiller, mais il est très très content d'être parmi vous, ici, en Alsace. Il est à 30 ans, par exemple ici, il ne connaît personne, mais maintenant ça devient ses proches, ses amis. C'est tout. Suit une représentation de danse traditionnelle laotienne interprétée par les femmes et les jeunes filles de la communauté. Dernière étape du voyage, la pagode vietnamienne Pho Yen, dans le quartier de la Robertsau, à Strasbourg. Je me présente, je suis Madame Lotus, vice-présidente de l'association bouddhiste vietnamienne à Strasbourg. Et notre vénérable, elle est présidente de l'association. Alors, notre pagode est construite depuis mai 2017. Oui, ça fait que quelques années. L'association vietnamienne, qui existe à Strasbourg depuis 35 ans, est membre de la communauté bouddhiste d'Alsace. Tout à l'heure, c'est la vénérable, c'est la présidente. La pagode accueille aussi bien les participants vietnamiens qu'occidentaux. C'est la vénérable Thich Nhu Quang, disciple du maître vietnamien Thich Nhat Hanh, qui est la responsable spirituelle de la pagode. Corps et esprit en parfaite harmonie. Je vous envoie mon cœur par le bouddhisme vietnamien est de tradition mahayana, très répandu en Asie du Sud-Est. Puissent le cœur et l'esprit être en parfaite harmonie, sans aucune anxiété, et que les êtres se libèrent enfin de la souffrance et touchent la paix présente dans leur cœur. C'est dans le jardin de Lotus que s'achève ce week-end, riche en découvertes. C'était extraordinaire, on a visité le Japon avec le zen, j'ai découvert pas mal de choses, avec des points communs, des noms
qu'on connaît tous dans le bouddhisme, hein, en termes de divinité, de bodhisattva, etc. Donc très intéressant. Puis une équipe, enfin un groupe sympa, vraiment une bonne cohésion. Et puis le beau temps, donc les divinités bouddhiques étaient avec nous. Un voyage comme celui-là où on rencontre différentes traditions, où on a la chance de rencontrer des vénérables, des grands maîtres, des lamas, c'est une très grande chance, très très grande. L'impression générale qu'on peut avoir après un week-end tel que celui-ci, c'est que depuis 50 ans, le bouddhisme est en train de s'implanter en France, en tout cas, sous deux formes assez différentes. Le bouddhisme traditionnel, avec les communautés qui sont venues d'Asie et qui se sont retrouvées en France, qui ont reconstruit leur façon de pratiquer, leur lieu de culte, leurs traditions monastiques, etc. Et les traditions plus françaises, on va dire, où les choses se font d'une façon tout de suite beaucoup plus adaptée et beaucoup plus accessible peut-être aussi aux Occidentaux, en tout cas l'esprit, la culture européenne. Le week-end ici, c'est surtout l'occasion de voir effectivement ces différents courants, Mahayana, Theravada, Zen, de découvrir l'Alsace, en fait, je dirais aussi, de m'évader de mon boulot. Et je trouve que le zen vietnamien, c'est peut-être ce qui synthétise le mieux, on ferait entre le Theravada, le Mahayana et le zen, même si le zen est un courant du Mahayana. La vietnamienne, je ne connaissais pas. Laotien aussi, même, je ne connaissais pas. Et dans le tour pour l'Alsace, quand le monastère il a été très, très, très joli. Pour moi, il a été un week-end fantastique. Les pagodes sont des lieux de rencontre sociale. C'est des lieux d'apprentissage de la langue, des coutumes, des danses, des chants, la cuisine aussi. On l'a vu pendant ce voyage. Je pense que surtout au niveau des religions, il faut absolument qu'on ait un dialogue. Même au sein du bouddhisme même, hein. Donc c'est très important. Il faut garder ses convictions. Chacun a ses pratiques, et sinon c'est un syncrétisme qui ça sert à rien. Mais par contre, on s'enrichit en gardant ses convictions, en écoutant aussi la conviction de l'autre et ses croyances et ses pratiques surtout. Parce que le but dans le bouddhisme est le même pour tout le monde, hein, c'est éveiller la nature de Bouddha avec des pratiques différentes. Donc c'est intéressant de les connaître. L'importance du dialogue interreligieux aujourd'hui ne fait pas débat. C'est évident que c'est absolument nécessaire et précieux. Mais il y a une autre forme de dialogue qui est tout aussi importante, je crois. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intra-religieux, c'est-à-dire que les traditions en interne puissent apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre aussi. Et c'est le cas au niveau des traditions bouddhistes. Moi, je suis médecin généraliste, je suis établi en Belgique et finalement, j'ai découvert le Bouddha, peut-être pas tout à fait, je dirais, par hasard. Je pense que c'est le premier grand psychiatre ou psychologue en fait, de l'humanité et donc ça me sert tous les jours dans mon travail. En fin de week-end, j'ai mis une petite pause du bouddhisme pour l'instant, oui, parce que c'était beaucoup d'informations et voilà. Après un temps de réflexion, les participants trouveront peut-être eux aussi leur chemin dans la voie bouddhiste. C'est sur ces très belles images que nous nous séparons. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.